Je crois que personne ne devrait aller à l'école avec la boule au ventre, ni les élèves, ni les profs. Et pourtant, ça arrive souvent. Et une des sources de cette fameuse boule au ventre, ce sont les conflits. Mais on n'a pas souvent appris à y faire face, ni à les comprendre, alors c'est ce dont nous allons parler dans cet épisode. Je suis Émilie Lefatan, coach professionnelle et formatrice. J'accompagne les profs et les professionnels de la pédagogie à retrouver confiance en eux et à y voir plus clair dans leur métier, à retrouver de l'énergie et du sens au quotidien. Et dans ce podcast, on réfléchit, on se questionne et on partage des clés concrètes pour pouvoir mieux vivre son métier, nourrir sa pratique et remettre du bien-être dans son quotidien de prof. Alors si tu as envie de prendre un temps pour toi, de souffler un peu et de réfléchir à ta façon de travailler ou à ta vie de prof, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti. Vous connaissez cette sensation le dimanche soir ou le matin, tout est prêt, vos preps, votre sac, les copies corrigées, tout, et pourtant il y a cette petite chose à l'intérieur de vous, une espèce de nœud, un truc qui pèse, la fameuse boule au ventre. Et il y a plein de choses qui peuvent donner la boule au ventre. Parfois, c'est lié aux élèves, à une classe difficile, à un comportement qu'on n'arrive pas à gérer. Mais parfois, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, cette boule, elle vient de nos relations avec les adultes. Les parents parfois, mais aussi assez fréquemment, finalement, de nos relations avec les collègues, ou de tensions dans l'équipe, ou de nos rapports avec l'ATSEM, l'AESH, la direction. Bref, ça peut venir d'un truc qui n'a pas forcément été dit à un moment, ou d'un truc qui a été dit de travers, ou d'une situation qui s'annonce un peu difficile. Parfois, ça dure dans le temps, ça dure longtemps, et on ne sait même plus comment tout ça a commencé. J'ai connu cette sensation dans ma carrière, j'ai connu ce moment où on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie d'y retourner, on n'a pas envie de recroiser certaines personnes, on n'a plus envie de travailler avec certaines personnes parce que c'est difficile et parce qu'on n'a pas réussi à dépasser certaines situations. Et ça use, ça pèse, c'est néfaste pour tout le monde. J'ai des coachés qui me parlent de cette situation, des personnes, des amis, des collègues qui me parlent de cette sensation. Et je sais que de nombreux et trop nombreux profs ressentent ça aussi. Et ne parlons pas des élèves qui, eux aussi, arrivent à ressentir cette boule au ventre, parfois aussi pour des raisons de conflit avec des profs ou avec des camarades. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va se focaliser sur les conflits qui concernent les profs, qui vous concernent vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des conflits en équipe. Ces fameux conflits, je crois qu'on aimerait tous réussir à les éviter, mais ce n'est pas possible. Il y en a forcément. Ce qui va être différent, c'est comment on les traverse. Et parfois, j'entends des personnes dire « Non mais moi, j'aime pas le conflit, je suis pas quelqu'un qui aime les conflits. » Mais en fait, je suis pas certaine qu'il y ait des personnes qui aiment ça. Ça doit bien exister, mais je ne pense pas que ça court les rues non plus. Des personnes qui pourraient se dire « Ah mais moi, j'adore le conflit, je fais tout pour les déclencher, je ne vis que pour le conflit, quand il n'y a pas de conflit, je m'ennuie. » Bon, voilà, ça peut exister, mais j'en ai rarement rencontré. Et je sais que rien que ce mot « conflit », ça peut faire un peu peur. Parce qu'on a l'impression que si on en parle, on va devoir prendre parti ou que ça va raviver quelque chose. Alors souvent, on fait comme si ça n'existait pas, ou on essaye de les éviter, ou on essaye de faire en sorte de ne pas les générer, mais ils arrivent quand même parfois d'une raison qu'on n'a pas anticipée. J'avais envie de faire cet épisode depuis longtemps, parce que donc des conflits, j'en ai vécu, comme tout le monde, et parce que j'en ai accompagné aussi. J'ai eu ce rôle de médiatrice dans des équipes. Et là, je me suis dit que j'allais vous faire un épisode dessus, parce que récemment, je formais un directeur et que ça faisait partie des sujets qui étaient abordés. Et parce que je suis convaincue qu'on peut traverser un conflit dans son équipe, qu'on peut traverser un conflit avec un collègue et continuer de travailler avec. Et mieux que ça, d'ailleurs, parfois, la relation, elle sort renforcée de ces situations de conflit, à condition qu'ils aient été accompagnés, qu'ils aient été gérés, qu'on les ait compris et qu'on ne les ait pas laissés arriver à un certain point. Et je trouvais que ça avait beaucoup de sens de pouvoir justement former une direction sur cette thématique de la gestion de conflits. Donc,
Ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est pourquoi les conflits naissent-ils et surtout quand. On va voir comment ils s'enveniment et surtout ce qu'on peut faire avec ça. Et comme d'habitude, je ne vais pas vous donner de recettes miracles ou de 5 étapes pour résoudre un conflit, etc. Mais surtout des clés pour pouvoir comprendre, prendre un peu de recul et peut-être pour bouger un petit peu. Il y a quelque chose d'assez régulier dans le calendrier scolaire que j'observe depuis quelques années et qui vont de pair, je pense, avec l'évolution attendue d'une équipe. C'est l'évolution des conflits au fil des périodes. En général, la période 1, c'est un peu la lune de miel, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui se découvre ou qui se retrouve, il y a de l'énergie, il y a de la bonne volonté, on repart sur des bases saines, sur un début d'année avec le renouveau, et même dans les équipes qui ont eu des tensions l'année précédente, il y a souvent une sorte de trêve tacite, parce que c'est le moment d'un recommencement, et puis parce que souvent dans les équipes, quand il y a un peu de mouvement, il y a de nouvelles personnes qui arrivent parfois, et chaque personne va espérer que ça va redonner un nouveau souffle. Donc on s'observe, on regarde, on attend de voir comment les choses se passent, et il y a souvent pas trop de conflits dans cette première période de l'année. Et puis, la période 2 arrive et avec elle, ce qui arrive aussi, c'est la fatigue et une fatigue qui va s'installer sans forcément qu'on s'en rende compte. Donc, c'est pas encore le gros creux de la fatigue du milieu d'année de février, mais c'est déjà suffisant pour qu'on soit moins patient, moins diplomate, moins capable de laisser passer, d'autant plus qu'on a potentiellement pris sur soi toute la période 1 puisqu'on essayait de voir, qu'on attendait, qu'il y a des choses qui se sont peut-être déjà accumulé, et que ce qu'on supportait en septembre, on va moins le supporter ou plus du tout le supporter en novembre. Et personne ne le dit comme ça, mais c'est ce qui se passe, et je suis sûre que si vous repensez aux années, vous imaginez que c'est peut-être un peu ce qui se passe dans vos équipes. Et parfois, il suffit d'un seul élément nouveau dans une équipe, un nouveau collègue, un changement d'organisation, une direction qui impose quelque chose de nouveau, pour que tout soit remis en question. Les équilibres se deviennent fragiles, les équilibres qui étaient déjà fragiles vont se fragiliser encore, et donc c'est aussi dans la période 2 que les premières frictions vont apparaître ou naître. Et ça, c'est tout à fait normal. En fait, quand je disais, oui, on essaye d'éviter les conflits, mais en fait, on ne peut pas vraiment l'éviter. Ce qui change d'une équipe à l'autre, c'est plutôt la façon dont on va traiter ces situations, la façon dont on va apprendre à travailler ensemble et à dépasser les désaccords. On ne va pas éviter les désaccords, on ne va pas éviter les moments où on ne pense pas de la même façon, on ne va pas éviter les frictions. Ça fait partie de la vie d'une équipe, tout comme ça fait partie de la vie d'une classe. Dans une classe, vous ne vous attendez pas à ce que du début à la fin de l'année, il n'y ait rien à gérer, rien à régler, que tous les élèves soient d'accord, s'entendent tout le temps. Voilà. Sinon, ça fait partie de la vie de la classe, et les désaccords font partie de la vie de l'équipe. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les vit, comment on les traverse, c'est ça qui va être différenciant selon les situations. Quand je repense aux conflits que j'ai vécus ou aux conflits que j'ai accompagnés, il y a presque toujours à la racine quelque chose de commun, une même chose, et cette chose, c'est une différence. Ça peut être une différence de vision, une différence d'opinion, une différence de façon de faire, une différence de valeur parfois aussi. Et je vous le dis à chaque épisode, j'ai l'impression on ne travaille pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes priorités, on n'a pas le même rapport au collectif, on n'a pas le même rapport au temps, à la rigueur, à la bienveillance. Et tant que ça ne se heurte pas, en fait, ça peut coexister. Mais dès qu'il faut trancher, qu'il faut décider ensemble, qu'il faut s'organiser, dès qu'en fait les visions qui s'opposent vont avoir quelque chose de commun à faire, c'est là que les différences, elles vont se frotter les unes aux autres. Dans l'épisode 180, j'ai évoqué les types de changements et les différences aussi de rapport au changement. Et ça aussi, c'est une source de différence importante et fréquente dans les équipes, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas tous de la même façon à une nouveauté, à une transition. Il y a certaines personnes qui vont foncer, et il y en a d'autres qui vont attendre, et il y en a d'autres qui vont résister. Et ces réactions différentes, en elles-mêmes, elles peuvent générer des incompréhensions. Et parfois, il y a des conflits de valeurs, de visions qui s'opposent. Donc si vous avez envie de creuser
la question des valeurs, vous pouvez aller écouter l'épisode 60 du podcast. Et donc, je disais que souvent, tout part d'une différence, tout part d'une incompréhension du fonctionnement de l'autre ou du fonctionnement des autres. Et on est surpris et on commence à questionner ces différences. Mais pourquoi il ou elle bloque là-dessus? Oh là là, pourquoi elle saute à pieds joints sur un truc qu'on n'a même pas encore évalué? Oh, mais pourquoi il insiste comme ça sur ce sujet? Oh, mais pourquoi elle réagit comme ça? Je comprends pas. Pourquoi elle refuse alors que ça aiderait tellement les élèves? Eh bien, ces questions, dans le meilleur des cas, on se les pose juste avec curiosité et on essaye de comprendre. Et dans le pire des cas, eh ben, ça devient des reproches qu'on exprime ou qu'on laisse latent jusqu'à ce que ça explose. Je vous parlais d'assertivité récemment. Et parfois, ça fait que des clans se forment petit à petit ou qu'il y a des personnes qui se retrouvent isolées à cause de ces différences. Ce n'est pas le conflit qui est problématique, c'est ce qu'il devient et ses conséquences. Et il existe un modèle qui s'appelle le modèle d'escalade du conflit de Gassel, qui permet en quelque sorte de cartographier les conséquences du conflit. Un conflit, ça ne naît pas d'un coup, ça s'installe petit à petit par étapes. Et donc dans son modèle, Friedrich Gassel, un chercheur autrichien qui est spécialisé dans la gestion de conflits, il a modélisé ça dans un modèle d'escalade en 9 étapes, regroupées en 3 grands paliers. Et ce que j'aime dans ce modèle, c'est l'image qu'il propose, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'on monte dans le conflit, mais il dit qu'on descend, comme une sorte d'escalier, où marche après marche, et souvent on ne se rend pas compte qu'on descend, on s'en rend compte quand c'est trop tard et que le conflit est bien installé, mais souvent, marche par marche, eh bien, on descend petit à petit dans le conflit qui s'installe. Chaque marche paraît petite, mais c'est seulement quand on est à plusieurs niveaux en dessous du rez-de-chaussée qu'on réalise où on en est. Alors ce que je vous propose, c'est de descendre cet escalier ensemble et pendant qu'on le fait, je vous invite à penser à une situation que vous avez vécue ou peut-être que vous vivez en ce moment pour essayer de voir à quelle marche vous êtes ou essayer de vous remémorer comment ce conflit, sans chercher qui a tort et qui a raison, mais comment petit à petit on a descendu les marches de cet escalier. Donc premier palier, c'est le palier où on peut encore s'en sortir ensemble. De la marche 1 à la marche 3, l'idée c'est que les deux parties du conflit peuvent encore trouver une issue ensemble. On parle d'une situation où on est gagnant-gagnant. Donc marche 1, c'est la tension. Ça commence là, ça peut être une petite remarque qui passe mal, un désaccord sur la façon de gérer quelque chose, une sortie ou l'organisation de la fête de fin d'année ou le calendrier, la gestion d'un élève difficile. Il y a des positions qui se heurtent et il y a une crispation. On continue quand même à se parler, on continue à se sourire dans le couloir, c'est juste inconfortable et c'est encore vivable. Là, on est sur la marche 1. Donc si vous en êtes là, c'est le meilleur moment pour en parler, vraiment, parce que c'est maintenant que c'est le plus simple. Quand on n'en parle pas là, on descend encore une marche et on est sur la deuxième marche, donc la marche du débat qui tourne en rond. Donc là, on va essayer de convaincre l'autre, sauf qu'on n'écoute plus vraiment et qu'on cherche des arguments et les discussions, elles vont devenir de plus en plus tendu, en tout cas moins authentique, parce qu'on va commencer à reformuler ce que l'autre dit pour que ça sonne moins bien, ou alors on va généraliser, de toute façon, toi tu fais toujours comme ci, comme ça, parfois c'est dit, parfois c'est juste pensé, mais on en est là. Et on n'est plus vraiment dans l'échange, mais là on commence à être dans un camp. Quand on n'arrive pas à dépasser cette étape-là, à remettre les choses à zéro, à discuter, etc., on descend sur la troisième marche, la marche des actes qui remplacent les mots. Ça, c'est une marche importante qui est souvent invisible parce que là, on n'essaye plus de convaincre, on commence à agir seul ou alors on va commencer à contourner, on va ne plus prévenir l'autre partie, donc ça peut être une ou plusieurs personnes, mais on va ne plus prévenir l'autre partie ou on va prendre des décisions en solo pour éviter le frottement. Ou alors, on va commencer à moins communiquer, la communication va diminuer. Et il y a une chose qui s'installe sur cette marche, c'est la méfiance. On ne fait plus du tout confiance à l'autre partie, on commence à se méfier et cette méfiance, elle va tout teinter. Donc ça veut dire que comme on est dans un état de méfiance, la moindre des actions de l'autre personne va être
interprété au travers du prisme de la méfiance. On regarde tout avec méfiance, on se méfie de tout, on surinterprète tout, on interprète mal tout ce qui vient de cette autre personne. Et là, si on continue de descendre, on atteint le deuxième palier où on a besoin d'une aide extérieure. On a besoin que quelqu'un intervienne pour nous aider à sortir de ce conflit. Donc c'est le palier 2, qui concerne les marches 4 à 6. Et là, le conflit, il est plus rationnel, il est devenu clairement émotionnel. On ne cherche plus du tout à résoudre un problème, on cherche juste à avoir raison. Et l'idée, quand on est à ce palier-là, c'est que même si c'est pas formulé comme ça, on a envie qu'il doit y avoir une des deux parties qui doit perdre. Et il y en aura une qui va perdre si on continue sur cette lancée. Donc on arrive à la 4e marche, on continue de descendre cet escalier. Et là, on est à la marche des coalitions. Ça va être le moment où on commence à chercher des alliés. On en parle aux autres collègues. On n'essaye pas de se confier. Là, on n'est plus dans je me confie, je me sens pas bien, il y a un truc. Voilà, on est là pour convaincre. On essaye de convaincre les autres collègues de venir dans notre camp ou d'être d'accord avec nous. Et donc là, l'équipe, elle commence vraiment à se diviser parce qu'il y a les pour et il y a les contre. Il y a ceux qui sont dans le camp de un tel et ceux qui sont dans le camp de un tel. Il y a l'étage 1 et l'étage 2, le bâtiment 1, le bâtiment B. Bref, il y a des clans, le cycle 1, le cycle 2. Il y a ceux qui mangent avec les uns et ceux qui mangent avec les autres. Et l'ambiance, là, dans la salle des profs, elle change vraiment. Ça impacte tout le monde le sent, et parfois personne ne le dit. Donc on est à la 4e marche. On a déjà bien avancé dans le conflit. Si on descend encore, on arrive sur la marche 5, la perte de face. Et là, ça devient plus douloureux parce que le conflit, il est plus du tout sur le sujet de départ. Il est plus du tout sur... On sait peut-être même plus ce qui était le sujet de départ. Là, c'est devenu personnel. Et ce qu'on veut, c'est prouver que l'autre a tort. Donc, on dit des choses en réunion qu'on ne dirait pas en tête-à-tête. On met en doute les compétences de l'autre, son professionnalisme. Et l'objectif inconscient, ça devient d'humilier l'autre ou d'humilier l'autre camp, ou alors d'éviter d'être humilié soi-même. Donc, éviter de perdre la face ou faire perdre la face à l'autre. Marche 5. On est déjà bien avancé dans le conflit. Et là, je vous rappelle qu'on est dans l'étape où on a besoin d'une autre personne pour pouvoir sortir de ça. Donc d'avoir des personnes qui ne font pas les autruches et qui réussissent à apporter un peu de neutralité ou de lien. Marche 6, les menaces et les ultimatums. Là, on est sur du si ça continue comme ça, je vais en parler à la direction, ou si ça continue comme ça, je vais demander ma mutation, ou si ça continue comme ça, tatati tatata, je travaillerai plus avec cette personne, l'année prochaine. Donc là, on va brandir quelque chose pour forcer l'autre à céder ou pour forcer des personnes à venir dans notre camp. Et de l'autre côté, il y a une contre-menace, du coup ça monte, ça se durcit, et là, à ce stade, sans l'intervention d'un tiers, sans un directeur, une directrice, un médiateur, une médiatrice, quelqu'un qui vient apaiser les choses, ça peut pas se régler seul. On a dépassé un seuil où les personnes ne sont plus capables de se raisonner, sinon elles l'auraient fait avant. Et si on continue de descendre et que la personne n'intervient, on descend au 3e et dernier palier, qui est celui de la destruction. Donc marche 7 à 9. Je vais en parler brièvement parce qu'on est dans des situations quand même assez extrêmes quand on en arrive là, mais ça arrive et ça peut arriver dans des équipes. Là, on cherche plus à gagner en fait. Quand on est arrivé à ces étapes-là, ce qu'on cherche, c'est à faire tomber l'autre. Donc marche 7, on est sur la marche des attaques ouvertes. On nuit délibérément à l'autre, on lui fait des crasses, on lui coupe l'accès à des informations, on torpille ses projets, on descend sa réputation, on révèle des choses aux familles, on dit du mal de lui ou d'elle à la direction ou aux parents d'élèves. Voilà, quand on en arrive là, on est marche 7 et on est dans une phase de destruction. Et là, on est dans un conflit, donc souvent c'est des deux côtés, de part et d'autre, qu'on est dans cette démarche-là. Marche 8, la destruction. Donc là, on accepte limite de se faire du mal à soi-même pourvu que l'autre en prenne plus. Et c'est là qu'on retrouve des situations
de harcèlement caractérisé parfois, des plaintes, des arrêts maladie qui s'enchaînent et une école qui se met à dysfonctionner complètement avant d'arriver à la marche 9 qui est l'effondrement. Et là, il y a quelqu'un qui part ou quelqu'un qui craque ou l'institution qui est obligée d'intervenir si elle n'est pas intervenue avant. Et on arrive sur cette dernière marche, il n'y a que des pertes en fait. Tout le monde a perdu. On n'est plus dans... Il y a un des camps qui gagne et un des camps qui perd. Quand on arrive à cette étape-là, on est tous perdants, on y a tous laissé des plumes émotionnelles, physiques, etc. Voilà, j'espère que vous vous êtes arrêtés avant ces marches-là et que vous n'en êtes pas là. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous juger du tout, vraiment, mais c'est parce que la réponse change ce qu'on peut faire. Si vous êtes dans les marches 1, 2, 3, ou quand vous reconnaissez que vous êtes dans les marches 1, 2, 3, peut-être que d'avoir ces marches en tête, de vous voir descendre les premières marches, ça peut vous donner le courage, si vous êtes impliqué, d'agir. Ça peut vous donner le courage, si vous n'êtes pas impliqué et que vous êtes à distance, d'aider et d'intervenir. Si vous êtes la direction d'un établissement ou d'une équipe, de ne pas laisser ce conflit s'enliser par peur de le gérer et d'aller trop loin, où là, plus personne ne pourra rien faire. Vous pouvez encore aller parler à cette personne dans les marches 1, 2, 3 pour poser les choses, pour chercher un espace de dialogue. Aux marches 4, 5, 6, il vous faut probablement un tiers et quelqu'un qui n'est pas dans le conflit, pas pour pouvoir trancher, mais vraiment pour aider à remettre de la communication là où elle a disparu, à traduire ce qui se passe pour les uns et pour les autres. Et si vous sentez que vous êtes plus bas que ça, si vous sentez que vous êtes dans les marches 5, 7, 8, 9, alors là, la priorité, c'est de prendre soin de vous, d'en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance et de ne pas rester seul avec ça. Voilà, donc ce modèle, encore une fois, il ne sert pas à savoir qui a tort et qui a raison. Il sert à savoir où on en est pour pouvoir choisir quoi faire plutôt que de subir la descente ou de continuer de se voir descendre. Bon, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas vous laisser juste là, comme ça, sans rien. La première ressource pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle. Et je dis ressource exprès parce que c'est pas une recette ni quelque chose de tout fait, une réponse comme ça clé. C'est juste une capacité qu'on va pouvoir développer. Et l'intelligence émotionnelle, dans le contexte d'un conflit, eh bien, ça va commencer par soi. Ça va commencer par être en mesure de se demander, qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Est-ce que je suis irritée? Est-ce que je suis blessée? Est-ce que je me sens injustement traitée? Enfin, et toutes ces émotions, l'idée, c'est pas de les prendre comme des ennemis ou d'essayer de les mettre sous le tapis, c'est de les voir comme des signaux et de savoir qu'elles vous informent sur ce qui est important pour vous et sur ce qui a été touché. Donc c'est important d'apprendre à les lire, à les interpréter, à les sous-titrer. Si je suis capable d'écouter ce signal au lieu de le subir ou au lieu de le refouler, eh ben je peux faire quelque chose de plus utile à partir de ce que j'en apprends. Je vais pouvoir communiquer à partir de là plutôt que de réagir depuis ces émotions. Et c'est ça la nuance, c'est que si j'entends et que je comprends ces émotions, je m'en sers pour mieux communiquer, alors que sinon, elles vont guider mes réactions sans que je puisse agir dessus. Donc ça fait qu'il y a une différence entre tu m'énerves parce que tu ne t'impliques jamais et en fait j'ai besoin qu'on puisse se répartir les responsabilités équitablement parce que là je me sens seule à les porter. Ça a l'air d'être juste une question de formulation, mais en réalité c'est une question de posture, une question de comment on va incarner notre message, comment on va donner notre message. Et ça demande d'avoir fait un minimum de chemin intérieur. Et puis, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi comprendre ce qui se passe pour l'autre. Pas forcément excuser ce qui se passe pour l'autre, ni forcément valider, mais au moins comprendre. Si ce collègue ou cette collègue réagit comme ça, qu'est-ce qui se passe pour elle ou pour lui? Quelle peur, quel besoin est en jeu? Et ça, je sais que c'est hyper inconfortable et que quand nous aussi on est heurté, on n'est pas toujours en mesure de le faire. Parce que ça demande de mettre un petit peu notre propre histoire ou notre propre vécu de côté, à distance, pour pouvoir aller voir ce qui se passe pour l'autre, mais c'est ce qui va ouvrir un espace de dialogue possible pour pouvoir dire ce qu'on a à dire, mais aussi pour pouvoir écouter ce que l'autre dit et ne pas rester sur des incompréhensions.
Et puis ça m'amène à quelque chose que je travaille souvent en accompagnement et dont je vous ai parlé dans l'épisode 196, c'est l'assertivité. Donc rapidement, mais je vous invite à aller écouter ou réécouter l'épisode 196. L'assertivité, c'est la capacité à s'affirmer, à dire ce qu'on pense, à dire ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, sans s'écraser ni écraser l'autre, même quand c'est difficile. Donc ça a l'air simple quand je vous le dis comme ça, mais dans les faits, la plupart d'entre nous, moi y compris, on oscille entre 2 extrêmes. Soit on se tait, on avale, on garde pour soi, peut-être par peur du conflit ou par peur d'être perçu comme quelqu'un d'agressif ou d'agressive, ou bien parce que, on ne sait pas comment dire les choses. Soit on explose, on confronte directement, parfois maladroitement et parfois ça empire et en plus parfois on culpabilise. Donc l'assertivité, c'est vraiment ce troisième chemin, celui du milieu, qui ne signifie pas qu'on est neutre, mais qui signifie plutôt qu'on peut s'affirmer, à la fois avec force et clarté, mais sans faire preuve de violence, ni sans se soumettre non plus. Et dans mon livre, Enseigner selon son profil, il y a toute une partie sur, l'assertivité avec, un petit, test d'autopositionnement et puis, de manière générale, dans le livre, je propose des pistes et des exercices introspectifs pour mieux se connaître et cette connaissance de soi, elle est directement utile ici dans des cas de conflit parce que quand on se comprend mieux, quand on comprend mieux, ses propres besoins, ses propres réactions, ses propres tendances, ses propres valeurs, ben, on est mieux équipé aussi pour les communiquer et pour accepter que les autres fonctionnent différemment. Et puis, il y a une autre chose que je voudrais vous dire, qu'on dit parfois mais pas assez je trouve, c'est que, travailler ensemble, ce n'est pas forcément s'aimer. Bien sûr que ça peut aider si on s'aime, quoique parfois peut-être pas forcément, mais en tout cas, on peut travailler ensemble sans forcément s'aimer et ce n'est pas une question de compatibilité ou de feeling ou de bonne entente naturelle avec des guillemets, c'est une compétence. C'est une compétence collective qui se construit et qui va se construire dans les moments de travail réels, dans les échanges et dans les ajustements. Et justement, je pense qu'on a trop souvent de réunions et pas assez de temps de travail réel ensemble. Pas assez de moments où on fait, où on crée, où on résout un problème côte à côte. Parce que c'est dans ces espaces-là qu'on apprend vraiment comment l'autre fonctionne, qu'on apprend à découvrir l'autre et qu'on découvre ceux qui l'enthousiasment, ceux qui le freinent, ceux qui comptent pour lui ou pour elle. C'est dans ces moments-là, en fait, qu'on crée ce collectif et qu'on va pouvoir dépasser les tensions. Et ça change tout au moment où une tension émerge parce que on a un fond de connaissance mutuelle, une sorte de capital de confiance où on peut plus facilement dépasser certaines tensions, en parler, discuter parce qu'on se comprend mieux, qu'on se connaît mieux, puis qu'on a une autre vision des personnes. Alors que dans les réunions, on est assis côte à côte souvent pour entendre des informations ou résoudre des choses déjà un peu tendues. C'est pas du tout propice à ça. Donc parfois, je sais qu'on rechigne un peu à avoir, encore plus de temps. Je pense que c'est plus une question de qu'est-ce qu'on fait de ces temps et de distinguer, en fait, les moments où on est juste assis côte à côte, des moments où on fait des choses ensemble, on réfléchit ensemble, on participe, on construit, on crée. Il y a, quelque chose que je recommande en général, dans les équipes, c'est vraiment de prévoir des temps de régulation. Donc pas seulement des réunions pour traiter les urgences et cocher des cases, mais vraiment des temps où on prend un peu de recul sur comment on fonctionne ensemble. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui mériterait d'être nommé avant que ça devienne une montagne? Qu'est-ce qu'on a besoin, d'améliorer, de faire bouger? Et ça, c'est préventif. Ça fait partie de la stratégie d'équipe qui est nécessaire à un bon climat scolaire au niveau de l'équipe et plus largement. Et vraiment, ces temps, ils sont bien plus utiles à une équipe que de longues réunions informationnelles dans lesquelles on peut, enfin qu'on pourrait remplacer parfois par des mails. Hem, donc vraiment, si vous avez la direction d'une école ou d'un établissement scolaire et que vous êtes en train d'écouter cet épisode, vraiment ça vaut le coup de mettre ça en place et on peut en discuter ensemble si vous avez besoin d'être formé ou accompagné d'ailleurs. Fin de la pub. Donc on n'est pas formé à tout ça, hélas, pas forcément formé à la gestion des conflits, ni à la communication, assertive, ni à l'intelligence émotionnelle dans les relations de travail et donc quand ça arrive et ben, on improvise,
on fait avec nos ressources du moment et souvent aussi avec nos ressources amputées de la fatigue du moment. Même avec toute la bonne volonté, on a aussi parfois besoin d'outils, de prise de recul. Et ces outils, ça s'apprend. Et ce qu'on doit apprendre aussi, c'est que, un conflit, quand il est traversé dans une équipe, quand il est vraiment traversé et pas juste mis sous le tapis, eh bien ça change une relation. Parfois ça renforce, les liens dans l'équipe. Ça donne de la profondeur et ensuite on se connaît mieux, on sait mieux ce qui compte pour l'autre, on sait jusqu'où on peut aller, on sait où sont les limites, et les meilleures équipes ne sont pas forcément celles où tout le monde s'entend parfaitement bien et où il n'y a pas de conflit, mais ce sont surtout celles qui ont appris à se parler franchement et respectueusement et où tout le monde peut s'exprimer, pas seulement ceux qui parlent le plus fort. Ce sont parfois celles qui avaient traversé quelque chose de difficile, justement, qui l'ont traversé ensemble et qui en sont sorties avec un peu plus de confiance mutuelle. Et ça veut pas dire que ça se fait facilement. Un conflit, c'est pas la fin de quelque chose. Parfois, c'est le début d'une relation de travail plus vraie. Si le conflit, on arrive à le dépasser, à le transmuter. Et on ne peut pas éviter des conflits dans une équipe. Ça sert à rien de faire l'autruche. Il faut, en fait, réfléchir à comment on fait avec. Et c'est pas un indicateur que l'équipe va mal et n'ira plus jamais bien. Heu, heu, justement, c'est le fait d'avoir confiance dans notre capacité à pouvoir aller au-delà de ça et à pouvoir, dépasser ces conflits et continuer de travailler ensemble après. Par contre, quand ce n'est pas géré, quand ça s'est trop dégradé, ben, tout le monde souffre et ça laisse évidemment des traces. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné des pistes de lecture, vous aura donné envie de essayer de regarder les conflits autrement ou la force peut-être de les traverser, ou le courage ou l'espoir vivre ensuite bien dans votre équipe au-delà des conflits que peut-être vous êtes en train de vivre en ce moment. J'espère en tout cas qu'il ne vous aura pas plombé, mais que ça aura été voilà, instructif ou inspirant. Et si vous avez besoin, d'être accompagné ou d'avancer, pour pouvoir, peut-être changer de posture dans ces situations ou apprendre à mieux accompagner vos équipes, ou, apprendre, à regarder les choses autrement, n'hésitez pas à me solliciter. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous mets tous les liens, newsletter, coaching, livres dans la description si vous voulez aller plus loin. Et si vous aimez le podcast, une petite note, c'est ce qui lui permet de grandir. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Psst, vous êtes toujours là ? Parfait. J'avais 3 petites actus à vous glisser avant de vous laisser vraiment. Donc première chose, le programme Kiffe tes vacances est disponible. C'est fait pour planifier toutes vos vacances. Et là, je vous ai en plus mis un module spécial vacances d'été. Le lien est dans la description. Deuxième info, le coaching collectif Kiffe ta vie de prof revient pour la rentrée prochaine. Et les inscriptions ouvrent début juillet. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment de garder l'œil ouvert. Et troisième chose, celle-là, elle s'adresse à celles et ceux qui se lancent dans le KPI, le CAFIPEMF ou le CAFA. J'ai des accompagnements dédiés pour ça, individuels ou collectifs. Donc si vous êtes dans cette situation, eh bien le lien aussi est en description. Voilà. Allez, cette fois c'est vraiment tout. Je vous laisse et je vous dis à très vite.